Le traître Obama doit être puni. Ce que les démocrates ont fait, la famille Trump, cela ne doit pas être ignoré ni pardonné par nous tous. Le fils de Trump, Eric, a écrit un livre intitulé « Assiégé » sur ce que sa famille tente à traverser. Eh bien, depuis que son père a annoncé en 2015 qu'il allait se présenter à la présidence des États-Unis, Eric, il a traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai, il a vraiment traversé énormément de choses. Et il a survécu pour en parler, tout comme son père. Je lui ai parlé il y a quelques minutes. Je regardais la fake box, les fausses nouvelles, voilà tout. Il est armé et il veut les envoyer en prison, il veut tout ça. On m'a accusé, il me semble, 5 fois. J'ai pris une photo pour le dossier. Qui aurait pu penser que cela jouerait en ma faveur? Parce que c'était une bonne photo. Donald a un bon sens de l'humour. Je pense que c'est ce qui l'a aidé à traverser le cauchemar que les démocrates ont fait vivre à lui et à sa famille. C'en était un. C'était un harcèlement bien organisé dans le but de briser. Ça me déplaît de le dire. Mais le président Obama, il existe désormais des preuves irréfutables qu'il a été l'instigateur d'un complot séditieux visant à saper la volonté du peuple américain et à renverser le gouvernement des États-Unis en 2016. Nous absolument devons, traduire chacun de ces criminels en justice pour les crimes qu'ils ont commis. Ils ont commis les pires crimes de l'histoire américaine. James Comey, John Brennan, Clapper, Rice et Biden étaient présents à la réunion du 28 juillet dans le bureau ovale. Ils ont informé Barack Obama du plan d'Hillary Clinton visant à lier Trump à un mensonge sur une collusion avec la Russie. Cela a dominé notre discours national 5 ans, affaibli le président élu, saboté l'administration, piégé un général 3 étoiles et divisé ce pays. Nous avons connu une crise constitutionnelle d'une ampleur que, selon moi, aucun Américain ne peut vraiment saisir. C'est terrible. Et chacun d'entre eux doit être tenu pour responsable. Pour l'instant. Avant d'oublier, à la fin, je vous montrerai Nancy Pelosi en train de jurer, disant que, selon elle, son mari couche avec un homme avec un marteau. Tu ne dois pas croire. Il vaut mieux que tu crois, mais tu sais quoi? Il est revenu et il a gagné, et c'est incroyable. Un nouveau livre, écrit par son fils Eric Trump, est sorti, Assiégé, le combat de ma famille pour sauver la nation. Il vient de prendre la première place des classements. Mon Dieu, et je suis ravie d'inviter Eric à discuter avec nous tout de suite. Eric, félicitations, wow! Pas seulement pour le livre et la première place, bien sûr, mais aussi félicitations à vous et votre famille. Merci, le livre... Erika, c'est... Tout le monde est curieux, oui. C'est vite devenu un best-seller, le premier issu de la famille Trump. Je pense que cela va tous nous intéresser. Il y a là-dedans des détails dont nous ignorions totalement l'existence. Écoute, moi, en tant que numéro 1, tu sais, auteur de best-seller, ce n'était pas prévu, Trish, ça je peux te le dire. Il n'était sûrement pas prévu que nous gagnions les premières élections contre Hillary Clinton, sans savoir ce qu'est un délégué ou un caucus. Quand on était assis sur des bancs, en bois, dans des salles d'audience glaciales en 2024, quand ils tentèrent de nous mettre en prison alors que nous étions innocents, il n'était sans doute pas prévu que nous revenions et remportions l'une des plus grandes victoires politiques modernes. Et c'est là qu'était le siège. Ils ont essayé de nous détruire. Ils ont essayé de détruire ce pays. Ils ont essayé de détruire, tu sais, toi, Trisha, ils ont essayé de détruire tous tes spectateurs. Ils se sont attaqués à nous tous. Ils se sont attaqués à l'Amérique. Ils se sont attaqués à la Constitution. Ils ont attaqué la religion. Ils ont attaqué la famille. Ils se sont attaqués à nous tous. Beaucoup de gens qui regardent maintenant ont sans doute été écartés à cause de l'intelligence artificielle et d'autres absurdités, non? Ils nous ont tous attaqués et ils sont passés par nos familles pour le faire. Ils nous ont accusés. Ils ont accusé mon père 91 fois. Je suis devenu la personne la plus poursuivie en justice de l'histoire américaine, sans rien avoir fait de mal. Ils ont espionné son entreprise. Ils ont divulgué nos déclarations de revenus, y compris celles de mon père et de nos employés au New York Times. Ils ont aussi inventé la supercherie russe et le dossier compromettant. Chaque procureur général, chaque procureur de district du pays, que ce soit Laetitia James ou vous savez, bien sûr, Jack Smith en tant que procureur spécial et Alvin Bragg et Fannie Willis, et je peux continuer encore et encore. Ils nous ont attaqués, privés de voix et réduits au silence sur les réseaux sociaux, nous interdisant de nous exprimer. 91 chefs d'accusation.
Ils l'ont retiré du bulletin de vote dans le Maine, ils l'ont retiré du bulletin de vote dans le Colorado. Je veux dire, je pourrais continuer encore et encore. Je pourrais continuer encore et encore. Pendant des heures. Je souffre toujours de stress post-traumatique. Tout cela a été si traumatisant. Et pourtant, regarde. Je veux dire, c'est un témoignage pour toi, ta famille, ton père et aussi pour l'Amérique, n'est-ce pas? Parce que l'Amérique est vraiment, vraiment revenue en force. Elle a élu ton père. Et maintenant, tout cela sort au grand jour, n'est-ce pas? Tout cela est révélé. J'ai une question pour toi. Quand tout cela se passait, as-tu eu, Eric, la pensée « Oh mon Dieu, papa, dans quoi tu nous as embarqués ?» Y avait-il une partie de toi qui pensait « D'accord, il faut qu'on recule parce que ça va être mauvais pour les générations futures ?» Je suis sûr que cette question a été posée en famille. Peut-être vaut-il mieux abandonner? Je ne sais pas comment ils ont tenu le coup. Je ne sais vraiment pas comment ils ont tenu le coup. C'était la guerre d'une seule famille contre, l'État profond qui possède toutes les armes nécessaires pour réprimer la résistance des individus. Et si c'était justement parce qu'ils étaient une famille qu'ils ont tenu le coup? Oh, moi, absolument. Il y a eu plusieurs fois où je me suis demandé dans quoi on s'était embarqué, mais c'était plutôt nous contre toi, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je l'ai dit. Je suis sorti du tribunal avec lui, je ne l'ai jamais quitté et j'en ai parlé à Vassal. J'étais présent chaque jour et il m'a d'abord serré la main. Les 34 chefs d'accusation criminels ont tous été abandonnés. Ils voulaient l'emprisonner. Nous sommes montés dans la voiture et les blindés. Nous roulons sur la Franklin Delano Roosevelt Drive à New York. Et je l'ai regardé et j'ai dit, tu sais, il dit, chérie, je ne sais pas comment, mais nous allons gagner cette affaire, nous allons tout gagner. Voilà à quel point il était confiant. J'ai dit, oui, soit on gagne la Maison Blanche, soit on finit tous les deux en prison sans avoir rien fait de mal. Voici l'ampleur de l'oscillation du pendule, c'est ce que je veux dire. C'était soit le 1600 Pennsylvania Avenue, soit ils nous mettaient, lui et moi, en prison et jetaient la clé, et ils auraient détruit notre famille, ils auraient détruit notre entreprise. C'est ce qu'ils essayaient de faire chaque jour. Et écoute, il a vaincu les grands médias, le ministère de la Justice corrompu, le FBI corrompu et les appareils. Qui espionnait sa campagne, qui utilisait tous les recoins du gouvernement pour essayer de le renverser. On s'attendrait d'avoir cela dans un pays du tiers-monde. Mais quand on m'a appelé et qu'on m'a dit « J'ai entendu dire qu'il y a des serveurs secrets dans le sous-sol de la Trump Tower qui communiquent avec le Kremlin », j'ai commencé à rire. Je dis, premièrement, nous n'avons pas de serveurs dans le sous-sol de la Trump Tower. Deuxièmement, nous sommes principalement une entreprise de cloud computing. Nous n'avons pas du tout de serveurs et nous ne connaissons personne. Je veux dire, nous essayons de comprendre ce qu'est un caucus dans l'Iowa, sans parler d'essayer de comprendre comment communiquer avec le Kremlin. Donnez-moi une pause. Nous ignorions tout de la politique. Honnêtement, et ça a été le voyage le plus incroyable. Mais le livre est en fait vraiment inspirant. En vérité, ce n'est pas juste un siège, c'est à propos de comment on peut surmonter la plus grande obscurité. C'est l'histoire de David et Goliath. Le gouvernement était Goliath. Nous étions David, n'est-ce pas? Et vous pouviez surmonter, et vous pouviez tenir bon, et nous pouvions gagner. Amen à cela. En effet, le très intelligent David Besprochi et Goliath avec toutes ses armées, ses armures, ses armes, ses médias et la loi armée. Et tout cela doit être nettoyé. Oui, de telle sorte que jusqu'à la 3e génération, leurs enfants se souviennent que cela ne leur a pas servi de leçon. De quoi avaient-ils peur, à part pour leur propre peau, oui. Ils avaient en peur que Donald Trump leur enlève leur avenir, qu'il montre à quel point ils sont tous inutiles et superflus, qu'ils fassent ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Peut-être qu'ils n'ont même jamais essayé de le faire, mais au moins ils donnaient l'impression d'essayer, même s'ils n'y arrivaient jamais. J'ai vu mon père il y a 2 ou 3 jours au Moyen-Orient, la paix dans la région. Vous voyez les impôts baisser, un grand projet de loi, l'inflation revenir à la normale et les prix de l'essence au plus bas depuis des années. Vous voyez des gens se lever fièrement pour l'hymne national et les églises se remplir le week-end. Vous voyez que l'Amérique est à nouveau respectée sur la scène mondiale. Et chaque aspect de cela, chaque aspect de ce combat qui a été si féroce, si méchant et vindicatif, est le pire que vous puissiez imaginer de n'importe quel gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de baisser les prix, d'améliorer le climat des affaires en Amérique et, en général, de passer des nuits blanches pour le bien du peuple américain. Ainsi, aujourd'hui, nous attirons l'attention sur la somme stupéfiante de plus d'1 milliard de dollars des contribuables qui est versée à des organisations non gouvernementales ou organisations non gouvernementales liées politiquement.
Cela n'a pas été révélé ou par les organismes de surveillance gouvernementaux, mais par des citoyens inquiets de l'Illinois et des législateurs républicains soutenant notre initiative Département de l'efficacité gouvernementale, Département de l'efficacité gouvernementale. Avant de vous montrer où va l'argent, nous devons poser une question simple. Pourquoi le gouvernement finance-t-il des organisations non gouvernementales en premier lieu ? Tout d'abord, il n'y a pas de transparence. Les organisations non gouvernementales ne sont pas soumises à la loi sur la liberté d'information ou Freedom of Information Act. Les contribuables ne peuvent pas voir comment leur argent est dépensé. La semaine dernière, une plainte a été déposée car l'État a refusé de divulguer un contrat indiquant combien d'argent public allait à certains groupes. Deuxièmement, le langage du budget est vague et c'est fait intentionnellement. Ces subventions sont cachées sous des termes généraux, avec peu ou pas de détails. On demande aux législateurs d'approuver le financement sans savoir comment ni à qui il sera utilisé. Troisièmement, le budget des services sociaux a été détourné, alors qu'il aidait auparavant les personnes âgées, les mères célibataires et les personnes handicapées. Désormais, il est rempli de programmes destinés à des groupes politiquement orientés, offrant des services vagues comme le mentorat parental, le soutien aux immigrés et la défense des droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer. Et beaucoup d'entre eux sont des initiatives fondées sur la race ou l'identité, qui servent des objectifs politiques plutôt qu'un réel besoin. Quatrièmement, ces dépenses affaiblissent la vraie charité. Les groupes confessionnels et caritatifs privés sont écartés, tandis que les organisations non gouvernementales politiquement liées reçoivent des fonds publics. Le gouvernement choisit les gagnants et les perdants et récompense ceux qui maintiennent le parti au pouvoir. Mais en réalité, l'argent va ailleurs. C'est une diversion politique. Ils servent à soutenir des groupes d'immigrants illégaux, des opérations psychologiques pour encadrer les parents, des formations antiracistes de gauche, du plaidoyer politique, des initiatives lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, de l'organisation politique déguisée en sensibilisation. Cela finance sans doute tous les efforts des activistes, toute cette armée de rue dehors. Dans l'Illinois, le gouverneur et les politiciens locaux ont distribué 1 milliard de dollars à des organisations qui mènent des activités partisanes, la Vérité démocrate, et financent des groupes paramilitaires du Parti démocrate. Il y avait les Gardes rouges, il y avait la Hitler-Jugend, il y avait les Khmers rouges entraînés à frapper, tuer, brûler si nécessaire. Et ça, c'est 1 milliard provenant d'un seul État. Et combien ont-ils transféré en nous volant depuis le budget du gouvernement fédéral ? Des trillions. Voilà à quoi ont servi l'argent volé aux contribuables. Aux contribuables, c'est là que sont allés les fonds volés aux contribuables. Le très gentil et aimable gouverneur Pritzker est parti à Las Vegas avec ses amis. Il s'est assis à une table de cartes et la chance a commencé à lui sourire. Et il est reparti de Vegas avec 1,4 million de dollars, tellement il avait de la chance encore et encore. Évidemment, et je l'ai expliqué, ou bien... Au moins, nous l'avons fait. Dans la déclaration. Vous savez, je suis parti en vacances avec ma femme et des amis. J'ai eu une chance incroyable. Il faut vraiment de la chance pour gagner au casino, peu importe l'endroit. C'était à Las Vegas. Et j'aime jouer aux cartes. Et vous savez, j'ai fondé un tournoi de poker caritatif ici à Chicago qui s'appelle le Chicago Poker Challenge. Il a récolté des millions de dollars pour le musée de l'Holocauste à EEM. Défendre les droits civiques est une part essentielle du travail du musée de l'Holocauste. Je pense aussi qu'il a beaucoup de chance. Il a hérité d'une part dans 900 hôtels à travers le monde. Répartis dans 45 pays, il y a aussi un peu plus, comme des compagnies de croisière et d'autres éléments. Sa fortune, elle est estimée, il est seul, il n'est pas le plus grand, pour ainsi dire, copropriétaire comme on dit, mais sa fortune personnelle est estimée à 4 milliards de dollars. Évidemment, pas en roupies. Donc 1,4 million, eh bien c'est juste comme un petit souvenir. Des amis pour leur avoir transmis le milliard. Eh bien genre, voilà, tiens,
On va t'offrir un petit gadget, allez, on va t'offrir un crayon avec un capuchon rigolo. Là, ils ont offert 1,4 million. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait d'autre ? Ils se donnaient des indulgences les uns aux autres, enfin, des papiers appelés grâce présidentielle. Barack Obama a gracié 1927 personnes pour tout type de crime. Je pense que c'était pratiquement tous des membres de son propre parti, même si honnêtement je n'ai pas vérifié, alors qu'avec Joe Biden j'ai vérifié. Donc Biden, est-ce qu'il les a accordés ou pas d'ailleurs ? On ne sait pas. 4245, donc des libérations totales. Il y avait aussi toutes sortes d'autres absurdités, des réductions, des diminutions, je ne sais pas, mais ce qui nous intéresse, ce sont ces 4245 là, des libérations complètes de tous les crimes, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qu'ils ont commis, ceux qu'ils ont peut-être commis pendant la période pour laquelle la libération a été accordée. Et nous ne savons absolument rien à ce sujet. Même s'ils ont tué quelqu'un, tant pis. Donc en fait, ces indulgences ont été accordées à ceux qui ont commis des crimes contre le peuple des États-Unis. Les grâces que Joe Biden l'endormi a accordées au comité non sélectif de voyous politiques et à beaucoup d'autres sont déclarées nulles, annulées et sans effet car elles ont été signées avec un autopen. En d'autres termes, Joe Biden ne les a pas signées, mais plus important encore, il n'en savait rien. En réalité, Trump ne peut pas annuler ces grâces. Actuellement, le ministère de la Justice rassemble des preuves que Biden ne savait rien et n'a pas donné l'ordre d'apposer sa signature sur des milliers d'indulgences modernes. Je crains qu'il n'y arrive pas. Ce bon vieux peut dire qu'il ne s'en souvient plus, mais quelle époque il s'en souvenait. Regardons ce que Barack Obama voulait et ce qu'il a fait avec l'Amérique. Peu de temps avant que Barack Obama ne soit élu 44e président des États-Unis, il a déclaré à une foule enthousiaste de partisans qu'il voulait transformer radicalement l'Amérique. Au cours des 8 années suivantes, l'Amérique a compris ce qu'il voulait dire. 3 questions incarnèrent la transformation à laquelle Barack Obama faisait référence: les relations raciales, la santé et la politique étrangère. Examinons chacun d'eux à tour de rôle. Les relations raciales. Se pourrait-il que lorsque Barack Obama évoquait transformer fondamentalement l'Amérique, il parlait d'une société post-raciale où la couleur de peau serait sans importance? En effet, en tant que personne métisse, à moitié blanche, à moitié noire, il semblait être la figure idéale pour concrétiser cela. Mais cela n'était pas destiné à se réaliser. Au lieu de cela, les actions de Barack Obama ont attisé les divisions raciales en Amérique. En juillet 2009, lorsqu'un policier blanc a brièvement arrêté un professeur noir de Harvard, le soupçonnant de cambriolage, Barack Obama a accusé ce policier, qui n'avait aucun antécédent de préjugés, de racisme. En juillet 2013, après qu'un vigile bénévole hispanique a été acquitté du meurtre d'un jeune homme noir en Floride, Barack Obama a attribué le verdict au racisme. Et puis, en août 2014, lorsqu'un adolescent noir qui venait de cambrioler un magasin a été abattu par un policier blanc à Ferguson, Barack Obama a encore imputé le verdict du Missouri au racisme. Premièrement, c'est un pays où le racisme était pratiquement inexistant. Ne vous méprenez pas, il y aura toujours des personnes qui, pour diverses raisons, craignent et détestent ceux qui leur sont différents. Certains les Juifs, d'autres les Italiens, d'autres les Noirs, les Japonais, les Chinois, etc. Mais le pays, en tant que société, ne souffrait plus de cela. Un Noir à moitié blanc a été élu président, devenant ainsi un symbole de cette mixité. Et il a commencé à attiser l'incendie du racisme. Alors que pendant les décennies qui ont précédé la présidence d'Obama, les tensions raciales avaient fortement diminué. Elles ont maintenant été ravivées par un homme dont tant d'Américains espéraient qu'il les apaiserait. Les Blancs ont voté pour cet homme qui, en réalité, n'avait encore rien accompli, qui ne savait encore rien faire, en espérant que le simple fait de son élection et sa personne guérirait l'Amérique des conséquences du racisme. C'est le contraire qui s'est produit. Mais cela ne s'est pas arrêté là.
Santé. Là où Bill Clinton a échoué, Barack Obama réussira. Il rapprochera les États-Unis des pays éclairés d'Europe qui ont tous socialisé leur système de santé. Obama a utilisé ses talents d'orateur pour atteindre cet objectif. S'il devait recourir à des mensonges flagrants pour obtenir ce qu'il voulait, cela ne posait pas de problème. Si vous aimez votre médecin, vous pouvez le garder. C'était l'un de ses objectifs, une phrase récurrente, mais ce n'était pas vrai. Son affirmation que le programme ferait économiser des milliers de dollars en frais médicaux aux Américains était aussi fausse. Malgré tous ses efforts, Barack Obama n'a pas réussi à convaincre la majorité des Américains de son plan. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux appréciaient l'assurance maladie qu'ils avaient déjà. La veille de Noël 2009, au beau milieu de la nuit, les démocrates ont fait passer au Sénat la loi sur les soins de santé abordables, un texte de 2500 pages. Lorsqu'on lui a demandé ce que contenait la législation, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a répondu de façon célèbre « Nous devons adopter le projet de loi pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a dedans ». Quelques années plus tard, les 2500 pages sont devenues 11 000 pages de nouvelles réglementations. Les dépenses de santé ont explosé et de nombreuses personnes ont dû renoncer aux médecins en qui elles avaient confiance. Mais pour Obama, cela en valait la peine. La médecine est devenue pire, plus chère, et beaucoup de gens sont devenus plus corrompus, beaucoup plus corrompus. Des milliards ont été détournés. Mais Obama, comme Pritzker, a reçu un petit cadeau au moment de quitter la Maison-Blanche. 100 millions de dollars. Ce n'est pas énorme, vous pourriez dire, mais nous ne savons pas combien il a encore reçu. Eh bien, ils ont réussi à cacher discrètement 100 millions. Le livre est le livre de Michel. C'est-à-dire pas pour une avance du genre « écris-nous un livre » et voilà. Il y a une avance. Compte le nombre de documentaires ou de documentaires qu'il devait réaliser, soit pour Home Box Office, soit pour quelqu'un d'autre. Au fait, je vous montre des extraits de vidéos de l'université Prager. Le remarquable commentateur Denis Prager, un homme extrêmement intelligent et l'organisateur de cette université unique, je recommande vivement Prager. Trouvez-le en ligne, c'est un vrai trésor de connaissances. Politique étrangère. Depuis la révolution iranienne de 1979, les présidents américains considéraient l'Iran comme un ennemi dangereux. Barack Obama croyait qu'il pouvait changer ces relations hostiles. L'élément central de la nouvelle politique de Barack Obama devait être le plan d'action global commun, largement connu sous le nom d'accord nucléaire avec l'Iran. La caractéristique clé du plan était de limiter la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires pendant 15 ans. En contrepartie, Barack Obama devait lever les sanctions et libérer 150 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés aux États-Unis. Donc, Attendez 15 ans, développez vos projets en secret, puis plus rien ne vous empêchera de fabriquer des bombes atomiques et missiles longue portée pour détruire Israël, ce que je souhaite aussi, Barack Obama, depuis longtemps. L'accord a profondément inquiété de nombreux Américains, y compris certains démocrates, et surtout Israël et ses partisans. Tout d'abord, l'injection à court terme de milliards de dollars qui seront presque certainement utilisés pour financer les ennemis d'Israël, le Hamas et le Hezbollah, représentait un danger immédiat. Comme nous le savons, l'argent transféré par Obama à Israël a été utilisé par le Hamas pour préparer et mener l'assassinat d'Israéliens il y a 2 ans. Achat d'armes, creusement de tunnels, mais ils ont été aidés par Metrostroy. Je ne sais pas si c'était bon marché, mais c'était efficace. Pour cacher les armes des combattants preneurs d'otages. Donc Obama est celui qui a déclenché ces terribles événements. Le 7 octobre 2023, Obama a béni l'Iran, le Hezbollah, les Houthis et le Hamas pour détruire les Juifs qu'ils aiment tant. Quand l'Iran, doté de l'arme nucléaire, menaçait l'existence d'Israël. Lorsque les dirigeants israéliens s'y sont fermement opposés, Obama les a ignorés. Sachant qu'il ne pourrait pas faire passer le traité au Sénat, Obama a émis un décret pour mettre son plan à exécution. Peu de temps après, un énorme avion militaire a atterri à Téhéran avec 400 millions de dollars en espèces. Nous savons qu'il existe un avion, mais combien d'autres sont restés inconnus?
L'accord nucléaire avec l'Iran a complètement bouleversé la politique étrangère des États-Unis. L'Amérique va désormais faire confiance à l'Iran pour se comporter en bon citoyen mondial en ignorant l'opposition de ses alliés, Israël et l'Arabie saoudite. Peu importe, Barack Obama pensait savoir mieux, mais à son départ, en 2017, la région était, comme prévu, en plein chaos. La Syrie était plongée dans une guerre civile. L'Irak était devenu, en réalité, un gouvernement fantoche de l'Iran. Et le Hamas, ainsi que le Hezbollah, étaient plus forts que jamais. Les relations raciales, la santé, la politique étrangère. Barack Obama a vraiment atteint son objectif. Il a fondamentalement transformé l'Amérique. Et maintenant, nous essayons de corriger cela. Et d'ailleurs, il semble que nous y arrivions plutôt bien. Voilà. Nous découvrons de plus en plus de preuves. Ce n'est pas simplement, mesdames et messieurs, regardez. À la scout qui est... Comment il... était... C'est courant, Saint-Rally. Et vous, comment rêviez-vous? Macchiato Héros était protégé par cette loi. Mais les présidents ne tuent généralement pas eux-mêmes, même Poutine, je pense, ne tue pas lui-même. Pierre le Ier tuait lui-même, mais c'était un sadique qui tirait satisfaction de la souffrance de ses victimes. Oui, à la fin, je promets encore une fois une Pélosi ivre, jurant grossièrement et bien d'autres choses encore. Raconte-moi l'histoire de comment tu as trouvé cette preuve. Eh bien, comment tu sais, Jesse? L'intégrité de notre République démocratique et de nos élections est primordiale pour le peuple américain. Sachant ce qui s'est passé auparavant, ces choses sont une fraude russe, qu'on appelait un complot. Je voulais connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé ici. C'était évidemment important pour le président Trump. Mais c'est encore une question importante pour chaque Américain dans ce pays et pour l'avenir de notre pays en tant que République. Un si peu de temps après avoir pris mes fonctions de directrice du renseignement national, j'ai formé une équipe spéciale pour enquêter sur cette question. Je dois dire que cela n'a pas été facile. Il existe encore de nombreux obstacles de l'état profond au sein de la communauté du renseignement. Mais finalement, nous avons eu un informateur qui nous a fourni des détails importants sur cette histoire et nous avons pu découvrir ces documents et les retrouver. Ce document montrait vraiment que le président Obama avait ordonné à ses responsables de la sécurité nationale, James Clapper et John Brennan, de fabriquer cette évaluation de la communauté du renseignement en janvier 2017. L'enquête que je dirigeais au sein du bureau du directeur du renseignement national, que nous avons publié vendredi dernier, a fourni de nombreux éléments fondamentaux et des preuves de ce qui s'est passé. Le rapport publié aujourd'hui par la majorité du personnel du comité du renseignement de la Chambre des représentants a enquêté sur l'évaluation de janvier 2017 élaborée par le président Obama, avec de fausses informations sans renseignement réel afin d'arriver délibérément, en utilisant de fausses informations de renseignement, à la conclusion qu'il voulait présenter au peuple américain. C'est-à-dire quoi? Poutine a soutenu la victoire de Trump à l'élection de 2016. Le rapport que nous avons publié aujourd'hui l'examine ligne par ligne en analysant et en réfutant les affirmations manifestement fausses et les mensonges qui ont été inclus dans cette évaluation. Dans le but précis de saper la légitimité du président Trump, de miner la volonté du peuple américain qui venait tout juste de voter pour l'élection de Donald Trump en 2016, et en fait de lancer ce coup d'État qui a duré plusieurs années contre le président Trump et qui s'est poursuivi tout au long des 4 années de son administration dès 2016. Revenons encore une fois au conseiller de Trump. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais le président Barack Obama. Il existe maintenant des preuves irréfutables qu'il a été l'instigateur d'un complot séditieux visant à saper la volonté du peuple américain et à renverser le gouvernement des États-Unis en 2016. Nous devons traduire chacun de ces criminels en justice pour les crimes qu'ils ont commis. Ce sont les crimes les plus horribles de l'histoire de l'Amérique. Trump a accusé l'ancien président Barack Obama de trahison et a déclaré que il est temps de poursuivre les gens. Vous savez, si vous regardez ces documents, ils contiennent des preuves irréfutables. Et c'était le président Obama, ce n'était pas beaucoup de gens partout, c'était eux aussi. Mais le chef de la bande était le président Obama, Barack Hussein Obama, vous avez entendu parler de lui.
Et en plus du fait que la presse le protège toute sa vie, c'est celui qu'il est coupable, ce n'est pas discutable. Vous savez, j'aime dire donnons-lui du temps, mais là, il est coupable. C'était une trahison, c'était chaque mot que vous pouvez imaginer. Ils ont essayé de voler les élections, ils ont essayé de manipuler les élections, ils ont fait des choses que personne n'aurait pu imaginer, même dans d'autres pays. Je pense que nous avons le devoir d'organiser un procès pour ce complot et de mettre Obama en prison. Eh bien, au moins, s'il y a suffisamment de preuves, mais au moins asseoir Obama sur le banc des accusés, c'est indispensable. Voilà. Et maintenant, comme promis, Nancy Pelosi, que la journaliste essaie de provoquer pour qu'elle perde son sang-froid et réponde quelque chose, et Nancy a répondu. Écoutez et retenez votre souffle. Madame la députée, comment vont vos affaires maintenant que vous n'avez plus accès à des informations privilégiées? Buvez-vous plus de vodka récemment? Pourquoi votre poitrine ressemble-t-elle à des sacs de sable? Votre mari vous trompe-t-il encore avec le marteau? Pourquoi êtes-vous habillé en lutin? Avez-vous trouvé votre peau d'or? Tais-toi, moi j'ai 200 ans, essaie de porter 2 sacs de sable. Et Oui, mon mari baise ce type avec un marteau, c'est pour ça que je suis saoul. Les Américains veulent savoir. Nous avons encore des questions. Merci, Po. je trouve ça charmant. Moi, j'ai 200 ans. C'est pour ça que je me balance en marchant. Et je bois de la vodka parce que mon mari couche avec un homme qui a un marteau. Eh bien, c'est toute une histoire, mais ce n'est pas important maintenant. Ça n'a pas vraiment d'importance. À mon avis, le Pelosi pensait que c'était du sarcasme. Mais moi, je crois que tout ce qu'elle a dit, c'est la pure vérité. Peut-être que pour la première fois de sa vie, en 200 ans d'existence, Nancy Pelosi a dit la vérité sous forme d'ironie et de sarcasme. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de cliquer sur la cloche. Jusqu'à la prochaine fois.